Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Ed, et bienvenue à la maison. On se retrouve aujourd'hui pour une lecture, découverte, analyse, manga, où on va parler de 5 titres. Aujourd'hui, on chôme pas. On va parler d'un manga qui s'appelle Lone Wolf and Cub, qui est sorti en décembre, un gros pavé qui, en général, intéresse pas mal, mais aussi pose des interrogations. Qu'est-ce que c'est que ce fameux Lone Wolf and Cub, ce gros pavé qui fait plus de 30 €, plus de 600 pages? On va également parler de 2 mangas qui sont sortis ce mois-ci, au mois de janvier, que j'ai pas encore présenté en achat manga, ça sera la semaine prochaine. C'est Léviathan et Team Phoenix. Et on va parler de 2 autres mangas où j'ai lu les premiers tomes, qui sont des mangas plus vieux, mais tout ça, on en parlera à la fin. Allez, en route, c'est parti, générique. Et on commence par un monument du manga de samouraï avec le tome 1, c'est un tome triple, c'est une réédition de chez Panini, Lone Wolf and Cub, dans son tome 1. C'est vraiment énorme, hein, comme je vous dis, c'est les 3 premiers bouquins. Alors, il y en aura une dizaine, donc ça fera l'intégralité de la série pour 320 €, c'est important de dire parce que c'est un prix. C'est un livre, très honnêtement, en termes de qualité, d'une très très bonne qualité. Que ce soit le papier, l'impression, la jaquette, qui est vraiment en termes de carton, c'est pas des jaquettes qui se déchirent, hein, c'est vraiment cartonné solide. Non, vraiment, c'est presque un sans faute en ce qui concerne l'édition. Moi, j'aurais rajouté un marque-page en tissu, ça aurait été très très bien. Et même en dessous, hein, le livre est vraiment joli, avec une jolie dorure qui respecte les couleurs de la jaquette. Non, vraiment, au top. Alors, parlons un peu plus en détail de ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui nous intéresse le plus. Donc c'est un manga, clairement, à l'époque des samouraïs. C'est un manga qui est sorti, qui a été édité en 1970, et c'est vrai qu'on peut ressentir un petit peu, hop, je pose ça, on peut ressentir même beaucoup l'époque. Pourquoi je dis ça? Si vous êtes né en 95, 2000 ou un petit peu après, vous aurez du mal si vous n'aimez pas les mangas old school. C'est un vieux manga où il n'y a pas de fantastique et qui vous prend pas particulièrement par la main. On est tout de suite mis dans le bain, il y a des termes japonais, et c'est vrai que c'est passionnant. Mais si vous avez un peu plus l'habitude de mangas qui vont être très shonen, vous ne trouverez pas votre intérêt là-dedans. On va suivre l'histoire d'un héros, donc qui est le père, qui, comme on l'a vu sur la jaquette, hein, qui est un assassin, une lame à louer, et de son fils, qui est plutôt jeune, qui a 4 ans, et qui l'accompagne partout. Il a une réputation, et on dit qu'il tue tous les deux. Qu'est-ce que c'est que cet homme, ce loup, qui tue avec son louveteau? Ce qui est particulier, ce que je trouve intéressant, mais qui peut être déroutant, c'est que on n'a pas une histoire qui se suit. Chaque chapitre est une histoire. Il arrive, on lui fait passer un contrat, on le paye pour aller tuer un tel, et c'est ce qui va se passer. Ça, c'est ce qui se passe la majorité du temps. Il y a aussi des histoires où il n'est pas engagé, où il se passe autre chose. Mais c'est vraiment intéressant. On est vraiment projeté dans cet univers où il y a des ronins, des samouraïs, des paysans. C'est un manga, oui, où il y a beaucoup d'action. Mais ce que je trouve assez intéressant dans le livre, c'est qu'on alterne les phases où il y a que des dessins, quand on va arriver par exemple sur une montagne enneigée, où il y aura eu un éboulement, ou d'autres pages au contraire qui sont même très chargées, avec beaucoup d'informations. Je trouve que le livre ne vous prend pas par la main. À la fin, il y a un glossaire, donc où chaque mot un petit peu technique japonais qui sont repris dans ce livre sont expliqués, mais très honnêtement, j'ai envie de dire, oui, que c'est un manga quand même pour les passionnés. C'est un manga pour... C'est pas un manga popcorn, comme le dirait l'ami authentique. Et c'est pas un manga pour tout le monde. Parce que si vous cherchez à vous détendre, si vous cherchez une lecture simple qui vous prend pas trop la tête, je suis pas certain que ce soit Lone Wolf and Cub l'idéal. Là, on est vraiment dans du samouraï pur et dur. J'ai déjà vu des reportages sur les samouraïs.
basé sur l'histoire, très historique, bah ça m'a fait un petit peu penser à ça. Un très bon livre, mais si tu y vas, vraiment, essaie de te poser la question de qu'est-ce que tu cherches. C'est old school, c'est maîtrisé, samouraï, et pas du tout fantastique. Voilà, on n'est pas dans un shonen. Il y a des gens qui se font découper, il y a la notion aussi de la femme, hein. Il y a des gens qui se trucident, seppuku, l'honneur, hop là, on s'ouvre le ventre. Mais c'est intéressant. Et je comprends que ce soit, pour ceux qui sont passionnés de samouraï, une référence. Je prendrai le tome 2 avec grand plaisir. L'ancienne édition, elle se vendait à un peu... Je l'ai vu partir à 1000 € hein, avant la réédition, donc... Et on passe au second manga avec Team Phoenix. Hop, vous avez ici l'édition classique, et il y a un tirage de tête qui est un grand format, couleur, que malheureusement je ne peux pas vous présenter puisque je ne l'ai pas eu sous la main, mais c'est pas grave, on va parler de ce qu'il y a à l'intérieur, c'est le plus important. On a un shonen. En ce qui concerne le dessin, on sent quand même qu'il y a un côté un peu occidental. Hein, on sent que c'est pas tout à fait japonais. Certains, ça ne les dérange pas, d'autres accrochent pas. Je vous montrerai quelques images, c'est important pour se faire une idée. À l'intérieur, en ce qui concerne le scénario, du shonen classique, efficace, qui marche bien, c'est-à-dire deux camps, hop là, c'est du space opéra, j'ai peut-être oublié de le préciser, les robots, les biologiques, une grande guerre. Les robots gagnent. On se retrouve quelques années plus tard, et un groupe de héros va se former, va former une petite rébellion, et va combattre l'oppresseur. C'est un scénario qu'on a déjà vu plusieurs fois, mais quand il est bien fait, c'est comme un bon plat. On y retourne et on dit « finalement c'est bon, bien. » Là, ce qui me déroute un petit peu, c'est qu'on a un shonen sympathique, qui est bien rythmé, avec des combats, avec des enjeux, des personnages qui sont charismatiques. Mais de l'autre, Kenny Ruiz a vraiment pioché beaucoup d'informations, beaucoup de personnages, beaucoup de clins d'œil. Donc, il est allé piocher dans un univers... Alors j'allais dire que Osamu Tezuka, c'est un univers très seinen. En général, quand on a moins de 20 ans, on s'intéresse pas... c'est une généralité, hein, on s'intéresse pas au travail d'Osamu Tezuka. C'est plutôt un auteur, aujourd'hui, qui va intéresser une majorité de personnes un peu plus âgées, un peu plus mûres. Et c'est vrai que je trouve ça... Je me demande, en fait, quelle est la cible pour ce livre-là. Dans le contenu, c'est un shonen, mais qui cherche des références dans un univers qui intéresse plus les personnes un peu plus âgées. Moi, j'aime bien Tezuka, j'ai lu quelques livres de lui, mais honnêtement, j'ai pas une culture... je connais pas tout ce qu'il a fait, j'ai pas lu tout ce qu'il a fait, parce que mine de rien, ça demande de l'investissement en termes de lecture. Et c'est vrai que je pense que ce n'est pas du tout le même public, ceux qui sont fans de Tezuka, et ceux qui aimeront Team Phoenix. Team Phoenix est un shonen sympathique, vraiment. J'ai pas été déçu dans ce qu'il m'a vendu. Par contre, moi, j'ai pas obligatoirement saisi toutes les références, j'ai pas profité... Ça aurait été des personnages originaux, ça m'aurait pas changé la lecture. Alors, ils sont réinterprétés, hein, et mis dans un autre univers. Mais c'est un petit peu comme les Cassos, par exemple. Voilà, les Cassos, c'est un bon exemple. Donc les Cassos, c'est une série qui passe sur Canal, et vous pouvez le trouver sur YouTube, où on a un univers, hein, on se retrouve chez l'assistante sociale, et c'est plein de personnages de la pop culture qui viennent raconter leurs problèmes. Au final, dans cette série-là, ils piochent des personnages existants, mais ils les réinterprètent, et ils les mettent dans leur univers. Là, c'est la même chose. Si vous vous attendez à retrouver des personnages identiques que ceux de Tezuka, c'est pas du tout ça. Ils sont pris, réinterprétés, et mis dans l'univers de Kenny Ruiz. Team Phoenix. Shonen sympathique. Et donc on part sur le manga Léviathan, un manga que j'attendais beaucoup de chez Kiyun. De quoi qu'est-ce donc que ça parle Léviathan? Je vais te le dire, mais avant je te précise que c'est un grand format, avec sur les bords du noir comme la Black Edition de ce très bon manga dont j'ai oublié le nom, qui est Selao Death Note. Merci le rappel. Donc voilà. De quoi qu'est-ce donc que ça parle Léviathan? Dès le début du livre, donc déjà on est dans l'espace.
on va suivre 3-4 personnes qui arrivent dans un vaisseau fantôme, vous imaginez un grand paquebot abandonné, avec un énorme trou dans la coque. C'est sûrement les gars des ferrailleurs de l'espace. Ils viennent de trouver un bâtiment qui est là, comme ça. Pour eux, super, on va pouvoir se faire plein de pognon, ça va être génial. Et dès le début, on ressent l'ambiance, on se ressent un petit peu comme dans Alien 1. On a presque la musique qui vient à l'oreille. On ne sait pas sur quoi on va tomber. Et un de ces gars dont on ne voit pas le visage tombe sur un carnet au sol. Il va le prendre et il va le lire. Et en fait, ce qu'il va lire, ça va être l'intérieur du manga. C'est-à-dire, c'est comme un journal intime. Et on va suivre l'histoire des personnes qui étaient là, dans ce vaisseau, dans ce bâtiment. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais sauf qu'on est du point de vue de la personne qui écrit. Et donc on ne sait pas grand-chose. Et on a une très très bonne histoire. Faut imaginer que c'est comme si des ferrailleurs des mers arrivent sur un bateau de croisière abandonné depuis X années. Qu'est-ce qu'ils vont trouver? En plein milieu de la brume, là. C'est vraiment un très très bon manga. On ressent... moi, j'ai vraiment ressenti cette notion d'espace. J'ai aimé les dessins de l'auteur qui sont dérangeants. Non, pas dérangeants. Ils sont particuliers. Je suis sûr que si je vous montre 2-3 pages comme ça, vous allez me dire « Ah, c'est pas très bien dessiné. C'est pas ce à quoi j'ai l'habitude. » Mais au final, le dessin bouscule un petit peu mes habitudes de lecteur de manga. Et au final, ça me bouscule suffisamment pour ne pas me sentir comment dire, j'étais vraiment happé, parce que je sais pas, c'est difficile à expliquer, mais vraiment Léviathan a une vraie ambiance, qui je pense, passe aussi par le dessin. Je me languis d'avoir la suite, je n'ai pas été frustré parce que j'ai quand même le tome 1, il se passe des choses, ça aussi parfois c'est frustrant qu'il ne se passe pas assez. Vivant la suite, c'est ce que j'ai envie de dire, donc dans ce Léviathan, qu'est-ce qui s'est passé exactement dans ce vaisseau pour qu'on en arrive là? Qu'est-ce qu'ils vont trouver ou qu'est-ce qu'ils ne vont pas trouver? Monstre ou humain qui sommeille au cœur des ténèbres. Voilà, très très bonne lecture. Je peux que la conseiller, vraiment. Attention, hein, il y a des gens qui meurent là-dedans aussi. Voilà, j'ai trouvé le mot. On sent le côté thriller psychologique dans l'espace. Ensuite, j'ai lu 2 fois 3 tomes. Donc le premier trio de tomes que j'ai lu, c'est le manga Slice of Horror. Alors, parce que comme vous, je vais sur YouTube, comme toi là maintenant, je vais sur YouTube, comme toi je regarde des youtubeurs, et comme toi je me laisse conseiller, et parfois je cède. Et j'ai vu, Slice of Horror c'est bien, bah, j'y suis allé. Alors, c'est important, ne te base pas que sur le premier tome. Qu'est-ce que j'ai pensé du premier tome? Alors déjà, de quoi qu'est-ce donc que ça parle? Ça parle de cette jeune fille qui a un pouvoir, son pouvoir c'est de voir les monstres, et des monstres il y en a partout tout le temps. Ils sont invisibles. Sauf qu'elle, elle les voit. Et elle en voit partout tout le temps. Et elle choisit de rester impassible quand elle les voit. Les dessins, ça passe. C'est pas la grande force du livre. Le manga se veut mi-humour, mi-horreur. Ce tome 1 n'est pas un bon manga. Pourquoi? L'éditeur, c'est Ototo. J'aime bien dire le mot Ototo. Donc c'est pas un bon manga, pourquoi? En tout cas, à mes yeux. Parce que l'auteur met beaucoup trop en avant le côté... Alors c'est des lycéennes, hein, mais dans les premières pages, ces vêtements sont très souvent transparents et on voit très souvent ces sous-vêtements. Sa meilleure amie, elle a une poitrine énorme et t'as l'impression qu'il n'y a que ça. C'est l'histoire d'une meuf avec des gros seins et de sa copine qui voit des trucs d'horreur. Non, c'est vraiment pas bon, c'est pas bon. Voilà, je vois pas l'intérêt de mettre des monstres invisibles qui tripotent la poitrine de sa copine. Vraiment, presque à la fin de ce manga, je me suis dit, c'est vraiment un manga de... Et puis, il se passe quelque chose à la fin, tu te dis, ah, là, scénaristiquement, c'est quand même très très bon. Peut-être qu'il y a du potentiel.
Donc j'ai choisi de ne pas me baser que sur ce tome 1, et de dire je laisse une chance à Slice of Horror. C'est ce que j'ai fait. Et donc, le tome 2 et 3, qu'est-ce que j'en pense? Scénaristiquement, c'est intéressant, parce qu'on n'est plus sur des histoires, on va dire one-shot, qu'on prend, qu'on jette, mais on est sur un univers qui commence à se développer, sur une histoire qui commence à prendre forme, sur des personnages qui commencent, d'autres, à part l'héroïne, qui commencent à se développer, et c'est super, bien, largement, beaucoup plus mieux. Il y a un petit peu d'horreur, mais ça fait pas trop peur. Il y a un petit peu d'humour, et ça fait sourire. Et oui, on commence vraiment, pour moi, le tome 1, j'ai envie de dire, ne devrait pas exister. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont allés sur le tome 1, qui ont droppé, qui ont passé, et je peux les comprendre. Et très honnêtement, tout ce qui est horreur, ma femme adore. Je lui ai fait lire le tome 1, elle m'a dit « C'est quoi cette m***? » Je lui ai dit « Fais-moi confiance, lis le tome 2 et 3, ça va te plaire. » Et elle m'a dit de demander, après avoir lu le tome 2 et 3, de prendre le tome 4. Mais on est tout à fait d'accord tous les deux, en sachant qu'elle lit pas beaucoup de mangas. Hein. Sur le tome 1, il y a des choix éditoriaux qui sont discutables. Je me suis un petit peu renseigné, c'est écrit dedans. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est comment ce manga, grâce à quoi il existe. L'auteur s'est fait connaître sur Internet. Et après s'être fait connaître sur Internet, il a été édité. Je pense, je suppose, mais je ne suis pas dans le secret des dieux, qu'entre ces premières histoires qu'il fait tout seul et qu'il balance sur Internet, il faut que ça plaise, et quand il est sérialisé et donc potentiellement conseillé par un éditeur, drivé, appelez ça comme vous voulez, ben ça fait une vraie différence. Voilà. Ça c'est intéressant, il y a une cohésion. Quant à vous dire n'achetez pas le tome 1, bien sûr que non, j'irai pas jusque là, mais Slice of Horror est un manga très sympathique à partir de la fin du tome 1, début du tome 2. Slice of Horror. Un peu d'humour, un peu d'horreur, sympatoche. Et pour finir, j'ai lu A Journey Beyond Even, hop là. Et j'y suis allé parce que c'est un manga qui a l'air post-apocalyptique. Et moi ça, j'aime le post-apo. De quoi qu'est-ce donc que ça parle? Je vais te le dire. On va suivre, en vrai, deux groupes de personnes. Le premier groupe de personnes, c'est ces deux-là, hop là, qu'on va retrouver aussi sur le tome 1, sur la jaquette. Hop là, cette jeune fille et ce jeune garçon, qui évoluent dans un monde post-apocalyptique. C'est le Japon, il y a 15 ans, il y a eu quelque chose qui a tout dévasté, et on se retrouve, ouais, dans un monde un petit peu comme Last of Us, j'ai envie de dire. Moi ça j'aime. Ou Mad Max c'est peut-être un petit peu trop poussé. Et donc, leur objectif, alors ils ont des sous-quêtes, hein, ce que j'appelle, mais leur objectif, c'est d'amener le jeune garçon à un endroit qui s'appelle le paradis, mais il sait pas où ça se trouve. Donc voilà ce qu'ils recherchent, un lieu qui s'appelle le paradis, pour trouver apparemment son jumeau. Et de l'autre côté, on va suivre aussi, devinez qui, devinez quoi, le paradis, voilà, qui est un endroit un petit peu idyllique, où des adultes prennent soin d'un groupe de jeunes enfants qui, clairement, ont un petit peu des capacités. Et ces jeunes enfants, comment est-ce que je pourrais dire? Il y en a certains qui commencent bien à se dire qu'ils aimeraient bien aller voir le dehors du dehors. Le dehors, c'est le jardin, mais il y a peut-être un dehors en dehors du jardin. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que j'ai pensé du manga? Il est un peu mitigé. Il est mitigé pourquoi? Je vais commencer par ce qui est bien. Il y a du low fantastique. C'est-à-dire qu'il y a en fait, il y a dans cet univers-là des monstres, mais il n'y en a pas trop. Et les monstres sont en gros des monstres dévoreurs d'humains. Comme j'ai dit, il n'y en a pas trop et c'est très bien. C'est pas... Voilà, il n'y en a pas un à tous les coins de rue. On a vraiment cette notion qu'on peut trouver dans tous les films de zombies ou post-apo, c'est-à-dire cette notion de les autres humains peuvent être un danger, et ça j'adore. Et oui, ce groupe-là, moi, j'adore les suivre, parce que, ben voilà, ils évoluent dans un univers post-apocalyptique où on a cette notion de... Il n'y a plus d'adolescence. Il y a les enfants, et quand tu peux survivre par toi-même, t'es, entre guillemets, un adulte. Et il faut que tu te débrouilles. Et c'est vraiment très intéressant, cette notion. Bah, il y a les un peu plus vieux, qui étaient déjà adultes quand il y a eu, je veux dire, l'apocalypse, hein, même si c'est pas ça le nom. Et eux, c'est des enfants. Alors, elle a 18 ans, lui en a 15, ou 13, 15. Et eux, ils connaissent que ça, que cet univers-là. C'est très intéressant, aussi, comme on peut voir dans Walking Dead, où en fait, le fils du héros
ben, il était jeune quand c'est arrivé les zombies, et en fait il grandit au milieu d'un univers de zombies, donc il grandit plus vite, il est différent d'un enfant traditionnel. En ce qui concerne les moments où on est dans le paradis, je trouve ça un petit peu moins intéressant, mais il y a quand même un intérêt, parce qu'il se passe des choses pas nettes, et on a envie de savoir qu'est-ce qui s'y passe. On a envie de savoir comment les deux groupes vont se réunir, et qu'est-ce qui va se passer. Il est intégré dans le scénario des événements intéressants sur les personnages, il y a comme des quêtes secondaires, donc c'est vraiment pas mal. Mais il y a quelque chose qui me gêne en vrai, qui me gêne pas mal dans ce livre-là, c'est que, on pourrait dire une fois par tome, il y a clairement une scène de nu. Une scène de nu, sauf que je rappelle que elle a 18 ans, il a 15 ans, au paradis, ils n'ont pas 18 ans. Hein. Donc, moi, ça me gêne un peu. Ça me gêne un petit peu. Dans le tome 3, on a une adolescente, pareil. Alors, je veux bien comprendre que dans un univers particulier, post-apo, etc., faut survivre. J'ai vu des reportages, même des trucs actuels, hein. Un super reportage d'ailleurs, sur YouTube, que j'ai vu sur YouTube, où il y a, dans je sais plus quel pays, il y a des mines de pierres précieuses, et ça génère beaucoup d'argent, et il y a des enfants qui sont des enfants qui n'ont pas de parents, là-bas, qui se prostituent pour vivre. Donc je sais que c'est une réalité. Mais c'est vrai que voir cette réalité-là en manga, et surtout voir des adolescents nus, tu te dis, est-ce que c'était vraiment judicieux? Moi, ça me gêne un petit peu. Le manga est très bon. Je pense que je continuerai. Mais j'espère que ça va pas, que le mangaka va pas en rajouter. S'il passe à un autre stade, j'irai pas. Donc voilà, Journée Beyond Even. Ah oui, on n'a pas parlé du dessin non plus. Le dessin, alors, parfois, un peu vide sur les décors. Je suis en train de regarder un petit peu là. Vraiment, il y a des planches où il s'est pas cassé la cacahuète, les décors il les oublie. Mais à la lecture, ça m'a pas marqué. Ça m'a pas marqué parce que c'est compensé par des planches parfois un petit peu détaillées. C'est bien dessiné, c'est dessiné plutôt moderne, voilà. Mais il y a quand même pas mal de planches qui sont vides. Et tout ce qui se passe au paradis, un long couloir, c'est facile, hein, t'as pas beaucoup de choses à faire. Donc, voilà. Mais tu reconnais quand même bien quand il se balade dans des endroits dévastés, dans les grandes rues, un petit peu comme dans le film Je suis une légende. C'est plutôt pas mal et agréable. Voilà. Si vous avez d'autres mangas comme ça, post-apo, à me conseiller, hein, j'ai bien aimé le côté post-apo dans I Am a Legend, par exemple, quand ils sont entre autres sur le toit du supermarché. N'hésitez pas. Voilà, moi j'aime bien. Donc, I Am a Legend... pardon. Donc, Journée Beyond Even. Bien, mais... Et voilà. J'espère que la vidéo t'a plu. Moi, comme d'habitude, c'était un plaisir. J'espère que tu auras pu te faire des idées plus précises sur les mangas que je t'ai présentés. Peut-être que tu vas te dire, finalement oui, finalement non. N'hésite pas à me dire ça en commentaire, si tu as aimé la vidéo. Si tu aimes bien le monsieur qui est ici, n'hésite pas à t'abonner aussi, ça fait plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour l'achat manga du mois. Et ça me fait plaisir, je spoil un peu. En plus de 2-3 choses que je t'ai montrées là, je te présenterai le collector du tome 41, japonais, de Berserk, qui est arrivé à la maison. Bon week-end, à samedi prochain, 13h. Ciao.